Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du premier chapitre. Il y a souvent beaucoup d'interrogations autour de comment commencer un bouquin. Je vais glisser quelques réflexions aujourd'hui dans le podcast. On va voir où ça nous amène. C'est des réflexions, c'est pas des règles de travail, c'est pas non plus même des principes de travail, c'est simplement quelques éléments qui fonctionnent bien en général et d'autres qui fonctionnent moins bien, qui peuvent être intéressants à prendre en compte dans vos décisions d'écriture. Je vais commencer par faire une distinction très importante qui est la distinction entre le premier chapitre que j'écris et le premier chapitre que mon lecteur lit. Un livre, ça s'écrit rarement dans l'ordre. Même si vous pouvez dérouler votre histoire complètement du point A au point Z, en fait, vous allez sans cesse revenir en arrière, modifier des scènes, retravailler des scènes dans le désordre. Et en particulier sur le premier chapitre, vous allez travailler le premier chapitre en dernier. C'est essentiel de travailler le premier chapitre en dernier parce que c'est un chapitre dans lequel on annonce beaucoup de choses. Et pour pouvoir annoncer ces choses-là, il faut savoir ce qu'elles sont. Tout bêtement, tout simplement. Et pour ça, il faut déjà avoir tout écrit. Donc dans l'écriture, quand vous commencez à écrire, ne vous prenez pas la tête, ne réfléchissez pas à ce que vous allez mettre dans ce premier chapitre, mettez ce qui est important pour vous. Quand on écrit un premier jet en particulier, mais même les versions suivantes, on a besoin de laisser de la place à ce dont notre créativité a besoin pour faire son travail. Il y a beaucoup de découvertes à faire dans un premier jet, et cette découverte, elle ne peut pas se faire de manière complètement linéaire, elle ne se fait pas non plus tout le temps sous la même forme. Et souvent, pendant que j'écris un premier jet, je suis en train d'écrire pour m'expliquer des choses. Je suis en train d'écrire en me posant à moi-même des questions. Quand j'ai un personnage qui, par exemple, réfléchit beaucoup et s'interroge beaucoup sur ce qu'il est en train de vivre, c'est généralement pas destiné à rester dans le texte final. C'est souvent destiné à m'éclairer moi sur les problématiques que rencontre le personnage, sur les enjeux du personnage. Ça, c'est important de le laisser émerger. Et notamment sur un premier chapitre, on va souvent être dans un chapitre de découverte, où on va poser quelques petites pistes comme ça d'exploration de l'univers, des personnages, des enjeux, de nos intentions. Et ça, c'est absolument illisible pour un lecteur. Si vous donnez à lire ça à un lecteur, ça va être un peu lourd, ça va être fastidieux, ça va pas être très intéressant, ça va partir dans tous les sens, il n'y aura pas un vrai sentiment de préparation, d'annonce. Or, le premier chapitre, il est là pour plusieurs choses. Il est là pour nous faire entrer dans l'histoire, il est là pour nous confirmer que c'est une histoire qui va nous intéresser, il est là pour nous confirmer que c'est bien une histoire qui se passe dans le genre dans lequel on a envie de lire. Souvent, quand on arrive dans un livre, on n'arrive pas complètement vierge, on arrive déjà marqué par une couverture, par une quatrième de couverture qui nous ont permis de nous projeter dans certaines attentes, essentiellement des attentes de genre. Le premier chapitre est là aussi pour nous confirmer ça. Et le premier chapitre, il est là pour nous accrocher. Alors nous accrocher, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que je préfère les petits détails que j'ai donnés avant. On va partir de là, en ajoutant que le premier chapitre n'est pas... Sa destination n'est pas de lancer l'intrigue, puisque l'intrigue va venir à la fin du premier acte, qui est plus tard, à peu près au 5e de l'histoire. Le premier chapitre, il n'est pas là non plus pour lancer les objectifs ni les enjeux qui vont être les enjeux de l'intrigue, puisque ceux-là viennent aussi au début du deuxième acte. Non, le premier chapitre, il vient pour poser... Alors là, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. Il est là pour poser, métaphoriquement, le cœur de l'histoire. Il est là pour annoncer ce dont il sera question dans cette histoire. Donc on va créer une scène, généralement, parfois une séquence, dans laquelle on va mettre en avant, mettre en lumière des événements, des situations qui symboliquement portent la même charge que l'ensemble de l'histoire. Quand je dis l'ensemble de l'histoire, c'est vraiment toute cette trajectoire qui démarre à l'incident déclencheur et qui se termine avec la résolution. Ça, c'est pour donner une sorte de concentré, de condensé et de grille de lecture à notre lecteur. Quelque chose de très inconscient, quelque chose qui va être dans le sous-texte, puisqu'on va l'emmener dans une situation qui va se suffire à elle-même en surface, mais en sous-face, on est en train de lui donner un aperçu de tout ce qu'il va découvrir dans le bouquin. Il ne s'agit pas de résumer l'histoire, on n'est pas là à dire, comme on le voit parfois, je suis mort et ceci est l'histoire de comment je suis mort. On est plus dans le fait de mettre en scène, je sais pas, je vais imaginer une histoire de famille. On va avoir un dîner de famille en première séquence. Et dans ce dîner de famille, on va faire émerger les points de tension entre différents personnages. Et c'est peut-être pas la famille qui va nous intéresser dans l'acte 2, c'est peut-être la famille du copain de notre héroïne, par exemple. Et on va voir la dynamique à l'intérieur de la famille, on va poser les enjeux de la relation familiale. Cette scène-là va se finir à la fin du premier chapitre. Et dans cette scène, on aura trouvé un concentré de toute notre histoire. Ça, c'est une façon de faire. Après, il y a plusieurs manières de rentrer dans une histoire.
On peut aussi rentrer avec une scène forte qui va amorcer la chaîne d'action et de conséquences qui va aboutir à l'intrigue. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur un conflit latent du personnage, on va rentrer sur ses enjeux et on va construire une scène qui raconte ça. Si on est sur une histoire, mettons, on va faire un truc assez classique, une relation de couple qui commence à se déliter, ce qui fait qu'un des deux membres de la relation va aller vivre une aventure et c'est ce qui va donner naissance à l'intrigue, pouvoir commencer sur une scène de couple tendue. Ou à l'inverse, si on veut raconter une romance un peu type coup de foudre, qui vient prendre le personnage par surprise, on va montrer la complicité que le personnage peut avoir avec son partenaire actuel pour pouvoir bien montrer à la fois les enjeux romantiques qui sont en question dans l'histoire, montrer l'état actuel de la relation du personnage pour que quand on va avoir le coup de foudre qui va venir rebrasser les cartes, ça ait du sens et ce soit chargé. Le rôle du premier chapitre, il est là vraiment pour nous donner un aperçu rapide des enjeux et de ce qui va donner sens à l'incident déclencheur. Il n'est pas là, le premier chapitre, pour présenter l'univers. Il faut bien imaginer que votre lecteur, quand il arrive dans votre histoire, il est vierge d'informations. Il arrive avec l'envie d'être diverti, avec l'envie d'être touché, avec l'envie de rentrer dans l'univers. Mais il n'a pas envie d'être submergé d'informations. On évite les trucs façon 19e siècle, Balzac, les 50 pages de backstory avant de rentrer dans l'intrigue. Ça, c'est très indigeste. Il n'y a pas un lecteur aujourd'hui qui va l'accepter. Déjà, je pense que le 19e siècle, c'était limite. Mais surtout, ça n'apporte rien. Ça n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on fait, c'est que la backstory, si on a besoin de la construire, ce qu'on appelle la backstory, c'est tous les éléments d'univers. Et quand je parle d'univers, encore une fois, je parle vraiment de tout ce qui est l'environnement du personnage, où il vit, ce qu'il fait, ses activités, les gens qu'il fréquente, tout ça. Tous ces éléments-là, on va les construire dans l'acte 1. On a tout un acte pour le faire. Donc l'acte 1, c'est environ 1/5 de l'histoire. Sur un bouquin de 200 pages, c'est une quarantaine de pages. Donc on commence fort sur le chapitre 1 pour dire oui, on sait qu'il y a une intrigue qui va venir, il y a des enjeux forts qui sont en question dans cette histoire. Et après, on prend le temps d'installer tout ce qu'on a besoin d'installer pour que l'univers existe dans l'imaginaire du lecteur. Et on le fait progressivement. Une analogie que j'aime bien prendre, c'est qu'on rentre dans un livre comme on rencontre une personne. Si quand vous rencontrez quelqu'un, la personne vous dit « Salut, moi c'est Jean-Michel Étoile et voici toute ma biographie, lisez-la », ou alors il vous raconte, il vous débite l'histoire de sa vie. « Salut, moi c'est Jean-Michel Étoile, je suis né en 1976 à Bron et j'ai été d'un père boulanger et d'une mère agricultrice. Et hop, à 5 ans je faisais ci, à 6 ans je faisais ça. » Il vous raconte tout. Et puis au final, tout ce qu'il y a à faire, c'est genre... et voilà, maintenant je suis boulanger, je peux vous vendre une baguette. En fait, vends-moi ta baguette, je veux pas toute ton histoire. Peut-être que si je viens t'acheter une baguette tous les jours, qu'on commence à discuter, qu'un jour on devient pote, on va prendre un café, et que là tu commences à me raconter des bouts de ton histoire, ça va m'intéresser. Mais pas d'entrée de jeu déjà. C'est pas que ça m'intéresse pas a priori, mais c'est que je n'ai pas l'espace pour recevoir tout ça. C'est trop d'informations, tu vas me submerger et je vais pas savoir quoi en faire. C'est la même chose pour un lecteur. Un lecteur, quand il rentre dans un livre, il faut le choyer. Donc il faut lui donner ce qu'il est venu chercher, une histoire intéressante. Alors une histoire intéressante, ça se définit par le genre dans lequel vous écrivez, par l'intrigue que vous allez développer. Ce qui intéresse le lecteur, c'est la proposition dramatique qu'il a fait rentrer dans votre livre. Donc ça, c'est ce que lui a promis en quelque sorte la 4e de couve. Et une fois qu'il a ça, une fois qu'il est bien à l'intérieur de ce qu'il voulait, hop, là vous pouvez vous installer, commencer à distiller petit à petit des petites touches de backstory. Moi, je ne suis pas un grand fan de la backstory. Je considère qu'on n'en a pas réellement besoin dans la plupart des histoires. Il y a des histoires dans lesquelles c'est nécessaire parce qu'elles parlent du rapport au passé, parce qu'elles ont besoin de clôturer certains dossiers que le personnage porte. La plupart des histoires se passent dans le présent, dans leur présent. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue et c'est les enjeux de l'intrigue qu'on va développer. Et le passé du personnage a assez peu d'impact là-dessus. Simplement les traces de son passé, les personnages qu'il fréquente, les compétences qu'il a acquises, tout ça va jouer un rôle dans l'histoire, mais pas la backstory. Souvent, les auteurs mettent de la backstory parce qu'ils ont besoin, eux, de comprendre qui sont leurs personnages, d'où leurs personnages viennent, quels sont les enjeux de leurs personnages. Et ça rejoint ce que je disais en intro, à savoir que ça, c'est de la matière de premier jet, c'est de la matière qui s'adresse à vous, mais pas à nous, lecteurs. Nous, on n'en a pas besoin. Donc on va couper au maximum cette matière explicative dans la réécriture pour vraiment se concentrer sur le sirop de la dramaturgie, les enjeux vraiment très forts, tout ce qui est vraiment très intéressant dans une histoire, à savoir ce qui fait vibrer les personnages, ce qui les fait vivre, ce qui nous fait douter de l'issue de l'intrigue, ce qui fait que l'intrigue, elle nous captive, tout ce qui est construit dans la dramaturgie et dans la narration. Voilà pour cet épisode sur le chapitre 1.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao, merci d'avoir écouté.